Dès que Benita et Jason sont entrés dans la pièce, ils n'ont même pas attendu que l'avocat parle. Elle n'aura rien. Papa la détestait. C'est ce que sa sœur, Nathalie, a dit. Pas de salutation. Pas de contact visuel. Juste cette phrase sèche et tranchante. Assez fort pour que tout le monde entende, comme si elle voulait que ça résonne. Benita sentit les mots atterrir dans sa poitrine comme un coup de poing. Sa prise sur la main de son fils Jason se resserra. Ses petits doigts se refermèrent sur les siens, chauds et tremblants. Elle lui força un sourire, mince et tremblant, mais il savait. Il savait toujours. Elle ne s'était même pas encore assise, mais le message était clair. Elle n'était pas la bienvenue. Elle n'était pas de la famille. Elle était juste une pièce rapportée qu'ils étaient venus détacher proprement. Nathalie était assise en bout de table, parfaitement droite dans un tailleur pantalon gris. Ses cheveux noirs tirés en chignon serré qu'elle portait toujours quand elle voulait se sentir supérieure. Son rouge à lèvres était d'un rouge vif, classique Nathalie. Parée pour une bataille dont Benita ne savait même pas qu'elle y était entrée. Puis vint la voix qu'elle redoutait encore plus. Son oncle Damien, le frère aîné de son père, laissa échapper un rire sec. Il se pencha en arrière sur sa chaise, les doigts croisés derrière la tête. Ce sourire suffisant qui s'étalait comme de l'huile sur son visage. Même son gamin sait qu'elle ne vaut rien, marmonna Damien, hochant la tête vers Jason comme s'il n'était même pas humain. Jason baissa les yeux vers le sol. Le cœur de Benita se fissura un peu plus profondément. Autour de la pièce, quelques têtes hochèrent. Des cousins, de vieux voisins, des amis de la famille qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Des gens qui avaient depuis longtemps choisi leur camp, et elle n'était pas du leur. Elle déglutit difficilement. Sa gorge lui semblait être du papier de verre. L'air était vicié par l'odeur de la poussière, des fauteuils en cuir et du parfum excessivement sucré dont Nathalie s'était aspergée. Elle sentait son pouls dans ses oreilles, fort, chaud, humiliant. Elle conduisit Jason à la chaise la plus éloignée au bout de la longue table en acajou, loin de la meute. La chaise grinça quand elle s'assit. Jason grimpa à côté d'elle, ses jambes se balançant au-dessus du sol. Ses mains jointes sur ses genoux comme s'il essayait de disparaître. Nathalie tourna lentement la tête vers elle. Quand leurs yeux se rencontrèrent, elle sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire, juste de la pitié imbibée de poison. « Tu sais que c'est inutile, n'est-ce pas » dit Nathalie, sa voix douce et froide. « Papa a refait le testament. Il t'a complètement rayé. Il a dit que tu étais morte pour lui. » Benita ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Sa langue était lourde dans sa bouche, inutile. Elle hocha simplement légèrement la tête comme si elle comprenait, mais à l'intérieur elle pensait, « Pourquoi suis-je même venue ? Peut-être y aurait-il quelque chose. Une note. Une ligne. Un signe qu'il se souvenait d'elle. Quelque chose pour donner un sens à tout ça. » Au lieu de cela, elle était de retour dans le seul endroit où elle s'était promis de ne jamais revenir. Entourée de gens qui lui avaient clairement fait comprendre qu'ils l'avaient déjà enterré bien avant de l'enterrer lui, et juste au moment où elle allait se lever et partir, avant qu'ils ne commencent à se partager la succession comme des vautours, la porte grinça et s'ouvrit. Monsieur Anderson, l'avocat de son père, entra dans la pièce, un épais dossier serré sous son bras. Il était exactement le même. Soigneusement habillé, les yeux fatigués et un visage qui ne laissait rien paraître. La pièce devint silencieuse. Tout le monde se redressa un peu. C'était ça. Elle se prépara à l'humiliation. Elle était venue en attendant rien, et elle croyait qu'elle repartirait avec exactement cela, ou du moins le pensait-elle, car ce que personne dans cette pièce ne savait, ni Nathalie, ni Damien, ni même elle, c'est que son fils Jason avait apporté quelque chose avec lui, et avec une seule phrase, il allait démêler tout ce qu'il pensait savoir. « Tu as oublié la vidéo » dit Jason. Cela faisait 8 ans que Benita n'avait pas mis les pieds dans une pièce comme celle-ci avec sa famille. 8 ans qu'elle avait emballé une vie qu'il disait qu'elle ne méritait pas, prit Jason, qui n'avait alors que 2 ans, et était parti sans se retourner. Pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle le devait. Parce que chaque conversation avec son père, Nelson, se terminait en silence ou en cri. Parce que chaque réunion de famille ressemblait à marcher pieds nus sur du verre tout en souriant pour la caméra. Mais maintenant elle était de retour. De retour dans une pièce qui sentait encore la fumée de cigares et la vieille colère. L'ironie ?
Elle ne savait même pas qu'elle était invitée à la lecture du testament. L'enveloppe était arrivée 3 jours après les funérailles. Pas de mots. Juste la date, l'heure et l'adresse dans l'écriture formelle de Monsieur Anderson. Pendant un instant, elle se demanda si c'était une erreur. Peut-être voulait-il l'envoyer à Ken, ou peut-être était-ce juste une dernière blague cruelle. Mais Jason voulait y aller. Il la regarda avec ses grands yeux doux, sa voix calme mais assurée. « On devrait y aller maman, dit-il. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as besoin d'entendre. » Elle ne savait pas comment un enfant de 10 ans pouvait porter une telle sagesse, mais il le faisait. Parfois, elle pensait qu'il voyait le monde d'une manière que la plupart des adultes n'apprennent jamais à voir. Alors ils sont venus. Elle portait la simple robe noire qu'elle n'avait pas touchée depuis les funérailles de sa mère, et il portait une petite chemise boutonnée qu'il avait choisie lui-même. Elle lui avait tressé les cheveux ce matin-là avec des mains tremblantes, et il lui avait dit qu'elle était belle. Il ne savait pas qu'elle avait à peine dormi. Qu'elle était terrifiée à l'idée d'affronter les gens qu'il avait traités comme un fantôme pendant près d'une décennie. Elle savait ce qu'il pensait d'elle. Nathalie, la fille parfaite. Elle était restée. Elle avait aidé. Elle s'était occupée de papa. Elle s'était assurée que tout le monde la voit le faire, aussi. Elle avait raconté l'histoire tellement de fois que c'était devenu parole d'évangile. Benita a abandonné la famille. Benita ne pouvait pas gérer la vraie vie. Benita s'est enfuie. Ils n'ont jamais demandé pourquoi elle était partie. Ils ne savaient pas, ou ne s'en souciaient pas, que Nelson avait cessé de lui parler après qu'elle ait refusé de rester dans un mariage qui la déchirait. Que lorsqu'elle s'était présentée à sa porte avec Jason et une valise, il avait fermé la porte sans dire un mot. Que la seule personne qui était censée la protéger du monde était devenue un autre mur qu'elle devait franchir. Damien n'a pas aidé. Il était l'écho de Nelson, répétant toujours les mêmes phrases amères. La famille n'abandonne pas. Le sang, c'est la loyauté. Ne reviens pas en pleurant. Et Nathalie, elle a tout absorbé et l'a transformé en un scénario qu'elle pouvait utiliser comme une arme. Alors Benita a cessé d'essayer. Elle avait construit une vie tranquille pour Jason et elle-même. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils avaient la paix, l'amour et le rire. Pourtant, une petite partie d'elle s'accrochait à l'espoir le plus infime, le plus fragile, que peut-être à la fin, son père avait vu quelque chose, regretté quelque chose ou laissé quelque chose derrière lui. C'est peut-être pour cela qu'elle a ouvert l'enveloppe. Pourquoi elle s'est présentée. Mais maintenant, assise dans cette pièce, entourée de regards durs et de sourires suffisants, elle se sentait idiote d'avoir espéré. Jason n'avait pas dit un mot depuis qu'il s'était assis. Il était assis droit, les mains sur les genoux, les yeux scrutant la pièce comme s'il étudiait chaque visage. Son calme la troublait un peu, comme s'il attendait quelque chose. Puis Monsieur Anderson s'éclaircit la gorge et ouvrit le dossier. Elle se pencha en arrière sur sa chaise et murmura pour elle-même, « Tiens bon. Ne les laisse pas te voir craquer. » Mais Jason, il était assis sur quelque chose de plus grand que le chagrin. Et avant que tout cela ne soit terminé, il prouverait qu'il était le seul dans la pièce à écouter vraiment son père. Monsieur Anderson s'éclaircit de nouveau la gorge, de la manière dont les avocats le font quand ils veulent l'attention de tout le monde sans le demander directement. Il ajusta ses lunettes, ouvrit le dossier et commença à lire le testament comme si c'était un mardi ordinaire. Elle entendit à peine les premières lignes. Des trucs juridiques génériques. Définition de la succession. Déclaration d'exécuteur testamentaire. Son esprit tournait, non pas à cause de ce qu'il disait, mais à cause de ce qu'elle savait qui allait arriver. Il ne dirait pas son nom. Elle en était sûre. Pourtant, chaque fois qu'il faisait une pause pour tourner une page, elle retenait son souffle, comme si peut-être, juste peut-être, les mots suivants seraient différents. Peut-être qu'il la surprendrait. Mais non, c'étaient tous les suspects habituels. À ma fille Nathalie, je laisse la résidence principale et tout son contenu. Le visage de sa sœur ne bougea pas, mais elle pouvait sentir sa satisfaction dans l'air, comme un parfum flottant à travers la table. Nathalie jeta un coup d'œil de côté à son mari, qui lui fit un petit signe de tête suffisant, comme s'il planifiait déjà des rénovations. À mon frère Damien, la propriété du lac et toutes les actions restantes dans l'entreprise familiale. Damien se pencha davantage en arrière sur sa chaise, les bras croisés, le menton haut comme un roi arpentant son royaume nouvellement acquis. Elle le regarda glisser un cigare entre ses dents et mordre doucement comme s'il avait déjà gagné quelque chose.
À Paul, mon neveu, la collection de voitures anciennes. Paul, le cousin qu'il avait une fois enfermé hors de sa propre chambre à 9 ans juste pour l'avoir pleuré. Ce Paul-là. Elle se mordit l'intérieur de la joue pour empêcher son visage de se crisper. Elle sentait les larmes monter derrière ses yeux, chaudes et piquantes, mais elle ne les laissa pas couler. Toujours aucune mention d'elle. Pas même une note de bas de page. Puis vint la ligne qu'elle redoutait. Et comme déclaré précédemment, ma fille Benita ne recevra aucune part de cette succession. Voilà. Simple, final, comme une porte qui se ferme. Elle eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Les doigts de Jason se glissèrent dans les siens sous la table. Elle n'avait même pas réalisé que ses mains étaient serrées sur ses genoux. Son contact la ramena. L'ancra avant qu'elle ne dérive trop loin. Elle sentait son cœur battre derrière ses yeux. Sa peau brûlait. Puis vinrent les chuchotements. Bas mais intentionnels. Nathalie laissa échapper le plus léger des ricanements. Je te l'avais dit, marmonna-t-elle à son mari. Oncle Damien secoua la tête comme si tout était si prévisible. Il faut un certain genre de personne pour abandonner son propre père. Dit-il plus fort que nécessaire. Les autres, les cousins, les soi-disant amis de la famille, ne dirent pas grand-chose, mais leur silence était tout aussi bruyant. Elle fixa le grain du bois sur la table. Les lignes se tordaient et tourbillonnaient, presque hypnotiques. Il était plus facile de regarder cela que leur visage. Elle pouvait entendre sa propre voix dans sa tête, plate et creuse. Pourquoi était-elle venue? Pourquoi pensait-elle qu'il se souviendrait d'elle? Mais alors Jason bougea. Il lâcha sa main et se redressa. Elle sentit le changement avant de le voir. Sa voix trancha la tension comme une petite lame. Douce mais inébranlable. Vous avez oublié la vidéo qu'il a enregistrée. La pièce se figea. Nathalie cligna des yeux. Damien se tourna. M. Anderson fit une pause, son stylo toujours en suspens au-dessus de la page. Elle se tourna vers Jason, la confusion envahissant son esprit. Quelle vidéo? Demanda-t-elle à peine au-dessus d'un murmure. Mais il ne la regardait pas. Il regardait droit devant lui. Stable. Certain. Il plongea la main dans son sac à dos et en sortit une petite enveloppe blanche, légèrement froissée mais scellée hermétiquement. Son nom était écrit sur le devant, mais en dessous, d'une écriture indubitable, il était écrit « pour l'avocat seulement ». Si ça tourne mal, elle ne le comprenait pas encore. Mais Jason si. Et soudain, pour la première fois de la journée, elle sentit l'équilibre dans la pièce basculer. Elle fixait l'enveloppe dans les mains de son fils comme si elle était radioactive. Il la tenait si calmement, comme si ce n'était pas l'objet le plus dangereux de la pièce. Mais ses yeux étaient rivés sur l'écriture en travers du devant. Tranchante. Tout en majuscules, indubitable. Celle de son père. Pour l'avocat seulement. Si ça tourne mal. Eh bien, ça avait mal tourné. Elle pouvait à peine trouver sa voix. Jason, où as-tu lu ça? Il leva les yeux vers elle, son expression douce mais ferme. Papy me l'a donné il y a quelque temps. Il m'a dit de le garder en lieu sûr. Son cœur s'emballa. Il te l'a donné. Il hocha la tête. Le jour où nous lui avons rendu visite. Juste lui et moi. Tu étais au travail. Benita cligna des yeux avec force, essayant de se remémorer. Elle se souvenait de ce jour-là. Jason avait demandé s'il pouvait accompagner leur voisine pour déposer quelque chose chez son père. C'était la première fois qu'elle le laissait y aller sans elle. Elle n'avait aucune idée qu'ils s'étaient même parlé. Maintenant, M. Anderson tendit la main à travers la table. Puis-je, demanda-t-il doucement. Jason remit l'enveloppe sans hésitation. Toute la pièce se pencha en avant. Nathalie plissait les yeux comme si elle ne comprenait pas. Damien s'agita sur son siège, plus affalé. Pour une fois, personne n'avait rien à dire. L'enveloppe fit un léger bruit de déchirement lorsque M. Anderson l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une clé USB, petite, noire, ordinaire. Mais son pouce accéléra comme si c'était une grenade. M. Anderson fronça les sourcils et sortit également une note de l'enveloppe. Une autre page de l'écriture de son père. Ses yeux la parcoururent, et pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce, son sang-froid se fissura. Juste légèrement,
Mais Benita le vit. Il ne parla pas tout de suite. Il hocha simplement la tête lentement, comme si quelque chose de non dit avait été confirmé. Tout le monde, dit Monsieur Anderson, sa voix plus basse maintenant. Il y a un message vidéo de Nelson Thomas enregistré avant la version finale de ce testament. Il était scellé avec des instructions de ne le jouer que si la situation devenait litigieuse. Ses yeux se tournèrent vers Nathalie, puis vers Damien. Ils s'agitèrent tous les deux sur leurs chaises. Nathalie ricana. C'est ridicule. Damien se pencha en avant, sa voix plus dure maintenant. On ne sait même pas ce qu'il y a dessus. Ça pourrait être un faux. Monsieur Anderson leva la main. C'est horodaté. Authentifié. J'ai reconnu l'écriture et la signature. Et selon ses instructions, je suis légalement tenu de le jouer. Il brancha la clé USB sur un élégant ordinateur portable noir posé sur le bureau à côté de lui. L'écran s'anima, le logo se dissolvant en un cadre noir avec un seul mot, Play. L'atmosphère dans la pièce changea. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Benita sentait son cœur battre au bout de ses doigts. Elle agrippa les accoudoirs de sa chaise comme s'il pouvait l'empêcher de flotter dans un autre monde. Sa respiration était courte, tremblante. Pourquoi son père aurait-il laissé une vidéo? Pourquoi Jason? Que pouvait-il bien vouloir dire maintenant, après tout? Jason n'avait pas l'air nerveux. Il restait juste assis, les yeux rivés sur l'écran, comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Nathalie était pâle maintenant. Ses lèvres étaient pincées en une ligne serrée. Damien avait cessé de mâcher son cigare. Benita voulait courir. Elle voulait pleurer. Elle voulait crier. Mais surtout, elle voulait savoir. Monsieur Anderson appuya sur la barre d'espace. L'écran devint noir pendant une demi-seconde, puis clignota. Soudain, il était là. Son père, plus âgé, plus mince, assis à son bureau, portant ce pull bleu marine qu'elle lui avait acheté pour son dernier anniversaire. Celui qu'elle ne savait même pas qu'il avait jamais porté. Ses mains étaient jointes. Son expression n'était pas froide, juste fatiguée. Il regarda droit dans la caméra. Puis il commença à parler. Elle ne respirait plus. Pas quand l'écran s'est allumé. Pas quand elle a vu son visage. Pas quand elle a entendu les 2 premiers mots sortir de sa bouche. Salut, Benita. Il avait l'air plus vieux que dans ses souvenirs. Sa peau s'était amincie. Sa posture autrefois fière s'était adoucie. Mais c'était toujours son père, Nelson Thomas, assis à ce bureau en chêne usé avec le globe antique derrière lui. Comme quand ils étaient enfants. Seulement cette fois, son expression n'était ni sévère ni distante. Elle était humaine. Si tu regardes ça, continua-t-il, je suis parti. Et je suppose que les choses ne se sont pas bien passées à la lecture. Ses mains étaient jointes devant lui. Ses doigts tremblaient légèrement. Une petite habitude nerveuse. Quand elle en avait 2. Je ne m'attendais pas à la paix entre toi et la famille. Je sais ce qu'ils pensent de toi. Bon sang, je sais ce que j'ai dit sur toi. Il baissa les yeux, déglutit. Et j'avais tort. Le souffle de Benita se coupa dans sa gorge. Ses ongles s'enfoncèrent dans l'accoudoir de la chaise. Jason leva les yeux vers elle, mais elle ne pouvait pas détourner le regard. J'ai cru ce que Nathalie m'a dit. J'ai cru Damien. J'ai cru que tu étais parti parce que tu t'en fichais. Je n'ai pas posé de questions. Je ne t'ai pas écouté. Pas une seule fois. Tu as essayé. Et je t'ai claqué la porte au nez. À toi et à Jason. Elle entendit Nathalie s'agiter sur sa chaise, brusquement et mal à l'aise. Elle ne regarda pas. Elle ne pouvait pas. La voix de son père se brisa, à peine. Je pensais qu'être fort signifiait être fier. Que si tu partais, c'était une trahison. Mais la force c'est de se montrer. C'est de protéger son enfant. Et tu l'as fait. Tu as fait ce que je n'ai pas pu faire. Ses yeux brillèrent. Sa propre vision se brouilla. J'ai rencontré Jason un jour où il est passé. Juste nous 2. Ce gamin, il n'a pas dit grand-chose. Mais quand je lui ai posé des questions sur toi, il a juste dit, ma mère est l'endroit le plus sûr du monde. Sa main vola à sa bouche. Je t'ai perdu, Benita. Je le vois maintenant.
J'ai perdu ma fille parce que je ne pouvais pas arrêter d'avoir raison assez longtemps pour t'aimer comme tu en avais besoin. Mais je ne laisserai pas mon dernier acte être de te repousser à nouveau. Il s'éclaircit la gorge et regarda droit dans la caméra, stable. Alors j'ai changé le testament. Il y eut un hoquet collectif dans la pièce. La chaise de quelqu'un grinça, celle de Damien peut-être. Nathalie marmonna quelque chose dans sa barbe, mais Benita ne put l'entendre. Elle pouvait à peine entendre autre chose que le son de la voix de son père. Je t'ai laissé la maison à toi et à Jason. Les économies. Le fonds de pension. C'est à vous. Et une fiducie universitaire pour Jason. Je sais que ça ne répare pas ce que j'ai cassé, mais je veux que tu aies la paix que je n'ai pas pu te donner de mon vivant. Il fit une pause, puis se pencha légèrement plus près de là. C'était l'écriture de David. Contrairement au tuteur précédent qui essayait d'enseigner à David, Pamela lui donnait simplement les réponses à copier. David la désigna docilement. Ils ne m'ont pas bien enseigné. Je ne comprenais pas, mais Pamela? Une leçon et j'ai compris. Papa, je veux que Pamela me donne des cours particuliers à partir de maintenant. Tu n'as pas besoin de trouver quelqu'un d'autre. Harry était ravi du changement de David et accepta naturellement tout. Toi et Justine, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Enseignez bien à mon fils, et vous serez récompensés, dit-il à Pamela. Après le départ d'Harry, David demanda avec méfiance, toi et mon frère, qu'est-ce qui se passe? Pamela le regarda et sourit calmement. Pas grand-chose. Je suis juste sa camarade de classe. David poussa un soupir de soulagement. C'est bien. Je ne le supporte pas, toujours en compétition pour l'attention de ma mère. Tu n'as pas à lui prêter attention, dit doucement Pamela. Tu es le fils d'Harry. L'avenir t'appartient. Les yeux de David s'illuminèrent d'excitation et d'une étrange lueur. Et toi, m'appartiens-tu aussi? Pamela sourit doucement. Bien sûr. Quand Pamela arriva dans le salon, la fête d'anniversaire de Justine était presque terminée. Où étais-tu? Demanda Justine, mécontent. Pamela sourit, je me remaquillais. Elle s'était en effet encore plus maquillée. Sous les projecteurs, sa peau semblait saupoudrée d'or. Justine était hypnotisée et ne put s'empêcher de passer son bras autour de son épaule. Sa main errait affectueusement sur sa peau. Pamela essaya de le repousser, mais il la serra plus fort, riant et lui chuchotant à l'oreille. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis ton petit ami. Je peux te toucher? Elle baissa les yeux et força un sourire maladroit. Justine pensa qu'elle était juste timide et ne le prit pas au sérieux, riant encore plus fort en la taquinant. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à plusieurs mètres de là, une paire d'yeux terrifiants était rivée sur eux. C'était David. Avant que quiconque ne puisse réagir, David bougea soudainement. Il a chargé de nulle part et est entré en collision avec Justine. Un garçon de 12 ans sprintant à toute vitesse était étonnant. Le grand et costaud de Justine a été renversé, s'écrasant sur la table basse, puis au sol. Justine jura, mais avant qu'il ne puisse se relever, David sauta sur lui au milieu des cris de surprise. Il leva quelque chose de haut et le planta directement dans la main de Justine en criant. « Comment oses-tu toucher à mes affaires? Je vais te poignarder à mort. » C'était un stylo, et il a transpercé le dos de la main de Justine. L'encre et le sang ont giclé partout. Justine a crié de douleur, mais n'allait pas se laisser faire sans se battre. Il a répondu par un coup de coude sec au visage de David en criant. « Tu es fou? » David n'avait que 12 ans. Mais Justine était bâtie comme un homme adulte. Le coup fut brutal. David fut projeté en arrière, heurta le sol et se mit à convulser. Quelques instants plus tard, il cracha une mousse sanglante avec une dent dedans. Toujours enragé, Justine ignora la douleur à sa main et donna un coup de pied dans le ventre de David. « Tu cherches à mourir ?» Des cris remplirent l'air alors que les camarades de classe se dispersaient. Une nounou cria. « Où est Harry? Que quelqu'un aille chercher Harry. » Harry se précipita à cause de l'agitation pour trouver Justine en train de maîtriser David et de lui donner un coup de poing au visage. Harry paniqua immédiatement. Il est entré en trombe, a donné un coup de pied violent à Justine et a pris David dans ses bras. « Fils, réveille-toi » a crié Harry. Le nez et la bouche de David saignaient, et il était à peine conscient. Harry était furieux. « Appelez une ambulance. »
Justine, tu restes ici. Justine était maintenue par les gardes du corps d'Harry, levant sa main ensanglantée. David m'a poignardé en premier avec un stylo. Harry jura furieusement. Il n'a que 12 ans. Il ne sait pas mieux, et tu le bats comme ça. David revint à lui et sanglota faiblement dans les bras d'Harry. Papa m'aime plus que Justine, alors Justine se venge sur moi. Les yeux d'Harry étaient rouges de rage. Il prit David dans ses bras et lança un regard furieux à Justine avant de se précipiter vers l'ambulance qui attendait. Les gardes du corps et les nounous suivirent précipitamment. Justine resta seule. Il attrapa le bol de fruits sur la table et le lança sur les camarades de classe qui se tenaient autour. « Qu'est-ce que tu regardes ? Dégage d'ici. » Les camarades de classe s'enfuirent effrayés, et Justine resta là, haletant lourdement. Après un moment, il leva les yeux et vit Pamela. « Pourquoi es-tu toujours là ? » Pars. Bien sûr, Pamela était celle qui était restée. Elle s'approcha lentement de lui et lui tapota le dos d'un air rassurant. « Harry est trop injuste avec toi. Même si David est son vrai fils, il ne devrait pas être aussi partial. » Justine avait toujours l'image d'un jeune maître riche et privilégié. Les gens le traitaient avec un respect supplémentaire parce qu'il était le beau-fils d'Harry. Mais à l'intérieur de cette maison, la différence entre un beau-fils et un fils biologique était claire. Touché par ces paroles, la main de Justine trembla de colère. Il gronda. Un fou violent, et il le traite comme un trésor. Pamela soupira doucement. C'est comme ça. Cet empire appartient à Harry. Il y aura toujours une différence dans la façon dont il traite son propre enfant par rapport à toi. Justine serra les dents de haine. Tu ne comprends rien. Si ce n'était pas pour ma mère qui l'aidait, il aurait fait faillite depuis longtemps. Cet empire aurait dû être le mien. Pamela se hâta de répéter. Exactement. Même si je suis une étrangère, j'ai lu les nouvelles. Ils disent tous qu'Harry ne s'est remis sur pied que grâce à sa femme compétente. Mais il y a tellement d'histoires comme celle du fermier et du serpent. Les gens récompensent la gentillesse par l'ingratitude et la trahison. Elle parla doucement, observant le regard de Justine devenir plus vif et plus froid. Maman, je me souviens encore quand j'étais très jeune, tu m'as acheté des grillons. Ils étaient gardés dans des cages séparées. Mais j'ai malicieusement mis tous ensemble dans une boîte à chaussures. Le lendemain, ils étaient tous morts. J'ai beaucoup pleuré. Et tu m'as appris à les garder séparés, sinon ils se battraient à mort. Maintenant, Pamela n'était plus la petite fille qui pleurait sur des grillons morts. Elle poussait ces grillons ensemble et les excitait pour qu'ils se battent. C'était étonnamment satisfaisant de les regarder se battre. Qui penses-tu qui mourra en premier ? Pendant que David était à l'hôpital, Pamela est restée avec Justine à la villa. Étant la seule à ses côtés pendant cette période difficile, Justine en vint à lui faire encore plus confiance. Il a même dit, « Pamela, quand j'hériterai de la fortune familiale, je ferai de toi ma femme. » Pamela a montré un air de surprise et une émotion sincère. « Peu importe que tu hérites ou non de la fortune. Tout ce qui m'importe, c'est que ton cœur m'appartienne. » Chaque nuit, Justine voulait qu'elle reste avec lui. Mais Pamela lui a dit qu'elle devait rentrer chez elle parce que sa mère l'attendait. Justine était perplexe. « Maman, je pensais que tu étais orpheline. » « C'est ma mère adoptive, » expliqua Pamela. Justine ne la crut pas au début. « Allez, tu mens. Je ne t'ai jamais entendu mentionner une mère adoptive. » Mais bientôt, une voiture blanche s'arrêta devant la villa. Une femme en robe de soie, belle et élégante, en sortit. « C'est Justine ? Pamela doit rentrer à la maison avec moi. Elle reviendra demain. » Justine n'eut d'autre choix que de la laisser partir. Dans la voiture avec sa mère adoptive, la mère de Pamela demanda nonchalamment. « De retour à l'académie. » L'académie Q était l'endroit où Pamela avait grandi. C'était une organisation semi-charitable, semi-lucrative. Le jour où Pamela était tombée dans la rivière, la directrice de l'académie Q, une femme nommée Amanda, l'avait sauvée. Amanda était une femme douce mais influente, liée à de nombreuses personnes puissantes. Elle a aidé Pamela à trouver toutes les informations dont elle avait besoin. En ce moment, Pamela était épuisée. Elle voulait désespérément retourner dans sa petite chambre à l'académie Q et dormir un peu. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas. La vengeance était loin d'être terminée, et elle ne méritait pas encore de se reposer.
Alors elle secoua la tête. Allons à l'hôpital. Dans la chambre d'hôpital, David gisait agité sur le lit. Quand il vit Pamela entrer, il se redressa immédiatement. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Pamela jeta un coup d'œil à la table à côté de lui et frissonna silencieusement à l'intérieur. Une chaîne de cadavres d'oiseaux écorchés gisait là, le sang traînant de la table au sol. Cet enfant était vraiment un démon. Pamela se força à rester calme et regarda David. Ton frère ne voulait pas que je te voie. David l'attrapa avec colère, maculant sa robe de sang. Pour qui se prend-il? Il n'est pas digne de rivaliser avec moi. Bien sûr que non, dit doucement Pamela. Mais ta mère l'aime bien. David renversa la table de rage. Ma mère est une ordure. Elle dit que je ne suis pas normal. Je suis son enfant. Elle me traite de monstre. Pamela baissa les yeux, le regardant calmement donner des coups de pied et des coups de poing. Erika, la mère de David, avait donné naissance à cet enfant, mais elle ne l'aimait pas tant que ça. La raison était simple. Harry ne connaissait pas le syndrome de David, mais Erika si. Elle savait à quel point cet enfant était terrifiant. Mais elle n'avait pas d'autre choix à l'époque. Avec son seul pouvoir, elle ne pouvait pas tuer la mère d'Harry et gérer correctement les conséquences. Elle devait compter sur ce fœtus mâle pour rallier Harry à sa cause. Cependant, chaque action avait des conséquences. Elle avait gardé le démon, elle devait donc en supporter le prix. Pamela regarda David en face d'elle et le consola doucement. Ça va. Ta mère aime plus Justine, mais ton père n'aime que toi. L'humeur de David s'éclaircit un peu à cela. Bien sûr, je suis le vrai fils de mon père. Justine n'a rien à voir avec mon père. Mais Justine, dit doucement Pamela, il n'a pas l'air d'aimer Harry et il ne t'aime pas non plus. Elle le persuada. Toi, ta mère et ton père auriez pu former une famille parfaite à trois. Justine est inutile. Les yeux de David s'illuminèrent d'excitation. Oui, sans Justine, je serais le seul enfant de ma mère. Elle n'aurait d'autre choix que de m'aimer. Réprimant son dégoût, Pamela essaya d'ignorer la table pleine d'oiseaux écorchés et caressa la tête de David. Fais ce que tu veux. Je te soutiendrai toujours. Au moment où Pamela finissait de parler, son téléphone bipa. C'était un message de sa mère adoptive. Fais attention. Erika est de retour. Erika était initialement partie en vacances avec un groupe de dames fortunées. Lorsqu'elle a appris que ses deux fils avaient des ennuis, elle est revenue en urgence. Quand elle est rentrée chez elle, David était déjà sorti de l'hôpital, et Pamela lui donnait des cours particuliers. Pendant ce temps, les notes de David se sont améliorées, et il est devenu beaucoup plus obéissant. Harry était ravi et a même augmenté les frais de tutorat de Pamela. Justine était très mécontent que Pamela donne des cours particuliers à David. Mais après que Pamela ait expliqué sa situation difficile et qu'Harry l'ait fortement soutenu, Justine n'a eu d'autre choix. Les griefs longtemps refoulés de Justine ont éclaté au retour d'Erika. Il s'est approché d'elle et lui a raconté comment David lui avait poignardé la main avec un stylo à la fête d'anniversaire. Je n'ai pas pu tenir un stylo pendant longtemps. Je ne pourrai probablement pas passer l'examen d'entrée à l'université cette année. Le visage d'Erika devint rouge de colère en entendant cela, et elle se précipita dans le bureau pour affronter David. David, comment as-tu pu? Elle s'arrêta net lorsqu'elle croisa le regard de Pamela. À cet instant, Pamela vit une terreur et un ressentiment pur dans les yeux d'Erika. Erika a failli crier. Pourquoi es-tu ici? Le cri d'Erika a alarmé Harry et Justine en bas. Quand ils se sont précipités, ils ont vu Erika agripper le col de Pamela, la plaquant contre le mur. Justine sursauta et se précipita, essayant d'éloigner Erika. Maman, qu'est-ce que tu fais? Erika tourna son visage, pâle comme un linge. Ses pupilles se dilatèrent, et sa gorge émit un son anormal. Tu ne vois pas qui elle est? Harry fronça les sourcils. C'est la camarade de classe de Justine et la tutrice de David. Quelle folle es-tu? Demanda Harry. Au fil des ans, la relation d'Harry avec Erika s'était détériorée. À l'époque, Erika avait été aussi belle qu'une fleur de pêcher, avec une silhouette captivante qui avait rendu Harry fou d'elle. Mais maintenant, 12 ans plus tard, la beauté d'Erika s'était fanée. De plus, elle était une épave à cause de deux choses. L'état de David et le maître qu'Amanda avait trouvé,
disant à Erika qu'un esprit fantomatique féminin la hantait. Erika était devenue de plus en plus névrosée au fil des ans. À ce moment, Erika désigna Pamela, la main tremblante. « Harry, c'est Pamela. Tu ne vois pas que c'est Pamela. » Le visage d'Harry changea et il gronda. « De quoi parles-tu ? Justine, aide ta mère à descendre. Elle a besoin de ses médicaments. » Erika repoussa Justine et cria. « Harry, regarde-la attentivement. Elle ressemble exactement à Judith. » Sa voix était si assurée qu'Harry dut jeter un coup d'œil à Pamela. Pamela ajusta son expression sans hésitation, affichant une panique et une confusion appropriées. Harry la scruta longuement avant de soupirer doucement. « Erika, tes nerfs se sont aggravés au fil des ans. Tu dois prendre tes médicaments. » Pamela a juste un visage commun. Il y en a des centaines qui lui ressemblent. Erika secoua vigoureusement la tête. « Non, Harry, fais confiance à mon intuition. » Elle tourna la tête avec colère pour regarder Pamela, les yeux remplis de rage. « Je me fiche de qui tu es. Sors d'ici tout de suite. Si je te revois, ne me reproche pas ce qui arrivera. » Justine, étant le fils d'Erika et connaissant les détails de cette vieille affaire, commença aussi à regarder Pamela avec suspicion. Pamela savait qu'il était inutile de demander de l'aide. Justine n'irait pas contre sa mère, et Harry ne prendrait pas parti pour une tutrice. Alors, elle tourna son regard vers David. Avec un léger soupir, elle rassembla ses affaires et dit avec regret. « David, c'est triste que je ne puisse pas continuer à te donner des cours particuliers. J'espère que tu auras un tuteur encore meilleur à l'avenir. » David était assis silencieusement sur sa chaise, le visage si sombre qu'il pouvait dégouliner d'eau. Il lança des regards venimeux à Erika qui firent froid dans le dos. Il était né après que l'affaire de fraude et de meurtre ait été réglée, il ne savait donc rien des détails. Même s'il l'avait su, la nature égoïste et tordue de David ne s'en soucierait pas. Judith et Pamela ne signifieraient rien pour lui. Il savait seulement qu'Erika lui avait enlevé quelque chose qu'il aimait. « Maman, » dit David d'un ton sinistre. « J'aime Pamela. Je veux qu'elle reste. » Erika jeta un coup d'œil à David, dégoûtée par son regard tordu. Elle détourna la tête, ne rencontrant pas ses yeux. « Non, il n'y a pas de discussion là-dessus. » David serra silencieusement les poings. « Justine obtient tout ce qu'il aime, mais tu m'enlèves tout ce que j'aime, » dit-il à voix basse. Erika devint plus anxieuse à ces mots, la chair de poule. Pamela se tenait là comme une étrangère, mais à l'intérieur, elle riait froidement. David, imperturbable face à la répulsion d'Erika, continua froidement. « Tu as enlevé les chats que j'ai achetés, tu as refusé de me laisser les opérer. Quand j'ai ramassé des chenilles mortes, tu as crié et tu as demandé aux femmes de chambre de les jeter. Maman, j'ai essayé de te pardonner. Mais pourquoi dois-tu aussi m'enlever Pamela ?» Juste au moment où il semblait que David était sur le point d'exploser, Pamela s'avança et lui tapota doucement la tête. « David, ne te bats pas avec ta mère à cause de moi. » Elle passa son sac sur son épaule. « Je pars maintenant, David. Tu m'accompagnes à la porte ?» À la porte, Pamela regarda autour de la villa. Son père se disputait doucement avec Erika, tandis que Justine demandait à la femme de chambre de trouver des médicaments pour les problèmes nerveux d'Erika. Personne ne les remarqua. Pamela se pencha, fixant David dans les yeux. Dans ses pupilles gisait une âme perturbée. Elle chuchota au diable en lui. « Je pars maintenant, David. Tu ne trouveras peut-être jamais quelqu'un qui te comprenne aussi bien que moi. Prends soin de toi. Et si tu veux toujours me revoir, tu sais qui nous sépare, n'est-ce pas? Si elle disparaît, nous pourrons être ensemble pour toujours. » Pamela vit clairement une lueur de feu au fond de ses yeux. Le diable se réveillait. Tard dans la nuit, Pamela était allongée dans sa petite chambre à l'Académie Q. C'était confortable, décoré d'un diffuseur d'arômes d'agrumes de sa mère adoptive, Amanda. Ça sentait frais et l'aidait à dormir. Mais cette nuit-là, elle ne pouvait pas dormir du tout. Écouteurs aux oreilles, Pamela écoutait attentivement les sons de l'autre côté. Quand Erika l'avait attrapée, Pamela avait secrètement placé un petit micro sur elle pendant son explosion émotionnelle. Maintenant, elle pouvait entendre la conversation d'Erika avec Harry dans leur chambre. Erika n'arrêtait pas de répéter « c'est Pamela ». Il y a 12 ans, elle avait 5 ans. Maintenant, elle en a 17. Tout correspond.
Harry se retourna avec irritation en se plaignant. Tu es paranoïaque depuis des années. La dernière fois, tu as même dit que notre vice-présidente était le fantôme de Judith et tu as invité un chaman au bureau. Tu m'as complètement embarrassé. S'il te plaît, calme-toi. Erika, voyant l'indifférence d'Harry, devint plus agitée. Bien sûr que tu n'es pas inquiet. Tu ne t'es pas sali les mains. Quand Judith a été retrouvée à peine vivante, tu n'as pas osé l'achever. J'ai dû utiliser un éclat de verre brisé pour le coup final. Tu m'as remercié alors, et maintenant tu me traites de paranoïaque. Le sang de Pamela se glaça. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes, faisant couler le sang. Elle sentit à peine la douleur. Donc Erika était toujours en vie. Il pensait qu'elle était morte quand ils avaient vérifié la voiture, mais il lui restait encore un souffle. Elle s'est réveillée. Erika avait utilisé du verre brisé pour poignarder sa mère déjà blessée une dernière fois. Le sang coulait des mains de Pamela, imbibant les couvertures. Elle se mordit la lèvre jusqu'à ce que sa bouche soit remplie du goût cuivré du sang. Un coup à la porte tira Pamela de ses pensées. C'était Amanda, sa mère adoptive. Elle vit le sang sur les mains et les lèvres de Pamela mais ne fut pas surprise. Au fil des ans, la haine intense de Pamela l'avait tourmentée. Dans les moments douloureux, elle se coupait les bras. Amanda alla calmement chercher du désinfectant et des bandages, soignant les blessures de Pamela. Pamela, tout se passe comme prévu. Tu as l'enregistrement de leurs aveux. Remets-le simplement à la police. Je t'aiderai partout où c'est.